Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3 au menu de cette session d'information sportive du football, le stade Charles de Gaulle de Port-Nouveau-Brette depuis samedi dernier jusqu'au 19 décembre 2020. Le tournoi qualificatif UFOA B des catégories U20, le Bénin, puis organisateur, a mal commencé la compétition en se faisant battre à l'ouverture par le Niger 1-0. On fera le point dans un court instant, mais retenez qu'en deuxième heure de la première journée de ce tournoi qualificatif, le Togo et puis le Burkina Faso sont séparés dos à dos. Un but à partout. On fera le point donc des rencontres disputées le samedi et puis ce dimanche. Repos 24 heures ce lundi. La compétition reprend. Droit de cité ce mardi. Ce sera donc du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Un autre à faire au cours de cette session d'information sportive. Eh bien, ce sont les rencontres disputées comme temps pour la seconde manche du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Que dirigent des compétitions africaines. Les représentants béninois, les Buffles, n'étaient pas donc du côté d'Alger pour la manche retour. Il y a eu des échanges de courriels. La CAF prend acte. Vous aurez des précisions dans un instant. Et puis, nous proposerons une autre information relativement à une autre discipline. C'est bien l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de Maracana. Le secrétaire général adjoint de cette fédération est avec nous dans ce studio. Patrick Nonvidé nous dira de quoi il était question au cours donc de ce rendez-vous de ce samedi. Comme vous le constatez, mesdames, messieurs, c'est donc l'ossature de cette émission que nous venons de vous présenter. Eh bien, nous vous proposerons le développement dans un court instant. Le temps pour vous de bien vous installer. Et c'est parti pour 52 minutes de parcours sportif. Patrick Nonvidé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kimé et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont câblés. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver après une longue période d'hibernation relativement bien entendu à la pandémie du Covid-19. Mais bon, la Fédération de Maracana apparemment met le temps à profit pour se préparer en ce qui concerne, je dirais, l'agenda de cette fédération. C'est d'ailleurs pour ça que ce week-end, notamment samedi dernier, c'est bien ça, vous étiez en Assemblée générale ordinaire. Exactement. Occasion pour vous de faire le bilan des activités menées. Il y a le bilan moral, bilan financier, tout ce qu'il y a autour. Exactement. Et vous avez projeté les 2 prochaines années, c'est bien ça. Exactement. On fera le point dans un court instant. Le temps pour nous, si vous le permettez, de faire un tour du côté de la régie avec des images. Et ce sont des images qui nous replongent dans la première journée, la rencontre inaugurale du tournoi qualificatif UFOA B des U20. Le Bénin est en compétition d'ailleurs, pays organisateur de ce tournoi qualificatif. Et en termes de rencontre inaugurale et d'adversaire, eh bien, Patrick, le Bénin jouerait contre le Niger. Rencontre soldée par le score d'1-0. Les Béninois se sont fait surprendre à domicile au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo par les U20 du Niger. Début, je dirais, pas intéressant pour la sélection de Mathias Deguenon, que vous connaissez très bien. Patrick, vous avez suivi la rencontre d'une manière ou d'une autre. Et puis, eh bien, on retient qu'à l'arrivée, le Bénin a été battu par le score d'1-0. Pas intéressant pour un pays organisateur, c'est bien ça? Oui, pas du tout, parce que l'entame de compétition, généralement, pour ces tournois où les équipes sont dans la même zone, c'est quasi viscéral, pour ne pas dire c'est très important de bien rentrer dans la compétition. À défaut donc de gagner, il faut surtout ne pas perdre, parce que quand vous êtes dans une poule à 4 et que vous perdez comme ça, vous réduisez à plus déjà de 50% pour ainsi dire vos chances de qualification. Parce que la deuxième journée déjà, il faut savoir qu'on peut manquer de fraîcheur. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Il y a les calculs des uns des autres qui commencent. Donc, on ne joue plus de façon libérée ou le projet de jeu qu'on avait prévu, si on avait déjà gagné, on avait déjà engrangé les 3 points. Donc, du coup, je pense que ça a été vraiment une très mauvaise affaire pour Mathias et ses poulains qui, ma foi, nous ont laissé sur notre faim. Peut-être on va revenir sur le contenu. Oui, justement, le contenu, on va en parler. Histoire d'abord de faire constater aux amis téléspectateurs qu'il s'agit de 2 poules qui prennent part à ce tournoi qualificatif. Le Bénin est logé dans la poule A avec 3 autres pays à côté. C'est notamment le Togo, c'est le Burkina Faso et puis c'est le Niger. Et la poule B est composée de 3 pays, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Et donc, comme vous le faites constater, 4 équipes sont donc au niveau de la poule A. 2 vont se qualifier pour, je dirais quoi, la demi-finale. Et puis, si tout va bien, on tente de se retrouver donc en finale. Et donc,
du coup, comme vous le faites constater, ça semble être un début, et ma foi, peut-être compliqué pour le Bénin. Mais bon, peut-être un faux pas. Entre autres, hein, on peut tenter de conclure les choses comme ça, parce que dans le contenu, il y avait quand même quelque chose à vendre par les U20 béninois. Oui, on ne va pas cracher dans la soupe parce qu'il y a eu cette défaite. C'est pour dire que non, tout n'était pas jeté à la poubelle. Ce n'est pas que les écureuils dans le contenu ont été vraiment calamiteux et qu'il y a redit sur toute la production collective. Mais par contre, la remarque fondamentale ou le constat récurrent que nous avons fait en suivant cette rencontre, c'est que nos écureuils U20 ont manqué, je dirais, de tempérance, de justesse, de patience et d'adresse dans les 30 derniers mètres. C'est un quatuor important pour une bonne prestation sur un air de jeu. Exactement. Lorsque on sait qu'on demande la lucidité, on demande aux joueurs d'être justes dans le geste à l'entrée des 30 mètres, puisque c'est là où tout se joue. Vous ne pouvez pas marquer de but en restant dans votre défense. Si vous jouez bien en défense et que vous ne scorez pas, eh bien, le football veut que ce soit les buts qui consacrent tout le travail que vous avez fait. Exactement. Malheureusement, on a constaté que lorsqu'ils arrivent à amorcer la dernière phase de transition pour entrer dans la surface de réparation, il y a comme cette impression de confondre vitesse-précipitation. Ça allait dans tous les sens et le but nigérien qui est venu n'est pas venu du tout arranger les choses. On a eu l'impression qu'à un moment donné, le discours de Mathias ne passait plus forcément. Les quelques images que nous avons eues, il faisait beaucoup de gestes, il donnait beaucoup de conseils, mais à l'image un peu du but qu'ils ont encaissé et celui qu'ils ont vendu parce qu'il y a eu une occasion de but dans les derniers quarts d'heure. Exactement. Oui. Et là, on vous demande si vous êtes attaquant, le geste juste. L'attaquant doit cadrer. Et quand vous regardez... Est-ce que c'est parce qu'il a manqué de fraîcheur, parce qu'il venait d'entrer l'attaquant non, pas du tout. Non, pas du tout. Il est rentré à la 72e minute. Oui. Vous direz qu'un buteur ne manque pas des occasions de but, c'est ça? Non, non. En ce moment précis, vous êtes mené, vous avez besoin d'égaliser et que vous avez cette opportunité. Les plus grands entraîneurs vous diront, il faut cadrer d'abord. Ouais. Si le gardien fait une parade, on dit l'attaquant doit cadrer. Et là, quand vous regardez le geste, vous voyez tous ces coéquipiers qui étaient dans la surface ou dans les angles, ils étaient dépités parce que c'est une opportunité qu'un attaquant ne devrait pas rater. Et moi, peut-être, vous me permettez, je vais peut-être extrapoler un peu pour dire que quand vous avez cette formation, et je veux revenir sur l'individualité en parlant notamment du capitaine Chabel Gomez, qui... par rapport à sa carte de visite, à quelque chose de plus que l'effectif présent parce que il faut que ceux qui nous suivent le sachent. Nous n'avons pas un championnat U20 où les jeunes sont aguerris. Ils sont venus des clubs qui animent la Ligue 2. Exactement, les plus jeunes de ces clubs-là. Donc, ils ne sont pas forcément aguerris. Par justement, vient d'Entente FC de Kandi, meilleur buteur de son club au terme de la séance sportive. Voyez-vous, donc on attend beaucoup de ces gens. Donc, pour revenir à Chabel Gomez, quand vous regardez, ça vous laisse sur votre faim. Il n'a pas impacté le jeu. On rappelle qu'il vient d'Amiens. Je crois que la précision est importante. C'est pour ça que vous insistez là-dessus. Voilà, c'est un joueur qui est en Ligue, c'est vrai, Ligue 2 française, mais c'est quand même lui. Et quand il vient en sélection A, quand on voit ses prestations, quand Michel Ducieux lui donne un peu de temps de jeu, c'est quelqu'un qui impacte. Et lorsque vous arrivez au niveau des catégories de jeunes, on doit savoir que vous êtes là. Cet après-midi-là... Vous n'avez pas senti ça? Non, on n'a pas senti qu'il a pris le jeu à son compte. Au début, oui, il y a eu quelques fulgurances. Est-ce que le brassard était trop lourd sur son... Ah oui, Hakimi, c'est peut-être là où il va se rendre compte que... Vous en savez quelque chose? Absolument, j'ai été à mes heures perdues capitaine quelquefois et je sais ce que ça coûte. Le capitaine, le capitanat, pour ainsi dire, ça ne va pas de soi. C'est vrai, vous le prenez, vous le mettez, mais... on vous regarde davantage. Exactement. Et au-delà de votre prestation, vous êtes appelé à insuffler l'influx positif à vos coéquipiers. Ceux qui sont en difficulté, vous êtes obligé de les encourager. Ceux qui veulent sortir de leur match, vous êtes obligé de leur glisser quelques mots, les ramener dans le rencontre. Donc, je pense que Chabel Gomez, ça viendra avec le temps. Bon, espérons. Et puis, pour finir, Hakimi, il y a les passionnés, vous le savez, quand ça finit, on discute, on parle, on commente. Il y a certains... et ma foi, qui n'ont pas peut-être totalement en disant, est-ce qu'à un moment donné, il ne s'est pas déjà cru
trop grand, trop beau par rapport à ses petits frères. Si c'est le cas qu'il redescende de ses rapidement. Qu'il revienne vers de toute façon, je ne crois pas que ce soit le cas. On va bien espérer qu'il se relance à l'occasion de la seconde journée parce que le match de ce mardi reste un match important. C'est du kit double pour les hommes de Mathias Deguenon. Justement, Mathias Deguenon, on va l'entendre juste après lui, le sélectionneur du MENA U20 du Niger. On les écoute et puis on revient juste après. On a été surpris par l'adversaire sur un coup de jeu parce qu'on avait déjà le jeu en main. On était dans notre phase forte quand l'adversaire a eu un coup franc et pas une erreur de marquage. Ils ont marqué. Mais je crois que dans l'ensemble, malgré la déception, dans le contenu, ce que nous avons demandé, nous avons eu cela. Il faut comprendre que le tournoi n'est pas terminé. Il nous reste 2 matchs et puis nous comptons bien relever le défi au cours de ces 2 matchs. Pour nous, il y a encore 6 points en jeu et tout est encore possible. Tout est encore possible et nous y croyons fermement. On avait en face une équipe aguerrie du Bénin qui nous a causé beaucoup de problèmes. Mais on a opté de leur laisser le ballon, de rester chez nous et d'attaquer avec des situations d'attaque rapide. Et ça nous a permis aussi de nous créer une balle arrêtée sur laquelle on a marqué le but, un but qui a été déterminant pour nous. Moi je dis au football, il faut gagner. Aujourd'hui, tout ce qu'on va dire qui a gagné le match, le fond, c'est pas vous, c'est moi, c'est à moi. Si j'ai opté pour une défense, un bloc bas et attaqué par des contre-attaques, je pense que je suis satisfait. On est déterminé à aller jusqu'au bout. Mais on n'a pas à se prendre la tête pour penser qu'on est déjà au top. Il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, Patrick Nombide, vous avez entendu un instant le sélectionneur des U20 béninois, Mathias Deguenon, et puis son homologue du Niger qui fait carrément un franc, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait l'option de l'efficacité devant les buts. La seule occasion est venue, ils ont marqué, et puis il a donné des consignes pour aller jusqu'au bout, quoi. Les 3 points sont engrangés. Comme il a dit à la fin, on ne demande pas qui c'est qui a gardé le ballon. Et il rejoint un peu un certain José Mourinho qui dit bon voilà, ils peuvent rentrer avec le ballon, mais à l'arrivée les 3 points sont pour Tottenham. Voilà, si bon, ici le Tottenham à l'occasion c'est le MENA du Niger. C'est le MENA du Niger. Effectivement, il n'a pas fait de langue de bois ou le discours politiquement correct ou dit bon, on s'est battu. Dans son procédé de jeu, c'était clair, je laisse ce ballon à l'adversaire et je saisis la petite opportunité et voilà. Et le scénario qu'il a prévu s'est déroulé comme il le souhaitait. Après, il faut rappeler que dans cette catégorie de jeunes, la débauche d'énergie est énorme. Et quand vous jouez dans les catégories, vous vous rendez compte aisément que quand vous encaissez, vous décuplez d'énergie pour pouvoir aller égaliser. Et parfois, il n'y a plus la cohérence dans tout ce que vous faites là. Contrairement aux adultes qui ont déjà une certaine expérience et qui peuvent écouter les conseils de coach pour dire non. Et quand vous regardez ces jeunes de MENA, ils ont défendu Hakimi. Ils ont défendu ce but-là et vous voyez les maillots, c'était comme des batailles rangées de rue. Et ce qui a été plaisant, ou ce que moi j'ai remarqué de positif, lorsque à la sortie des duels, ils récupéraient les ballons, ils ne se contentaient pas de les vendanger. Il faut au moins quelques couloirs de passe avant de les perdre, mais le bloc revient se mettre en place. Donc, c'est clair que... Une discipline tactique. Exactement, c'est ce que je voudrais dire. Voilà, ce n'est pas forcément que, bon, on est venu, on a joué et puis, bon, on a gagné patatras. Non, il a été clair et dans son discours, il est droit dans ses bottes. Je savais que le Bénin allait avoir la possession. Je savais que nous aurons 1 ou 2 opportunités. Le sort nous a profité et après, on a fermé la boutique. Et ça a été géré de main de maître. À aucun moment, je n'ai senti les jeunes du MENA mis à propos ou paniqués parce qu'ils étaient dans cette configuration avant de monter sur le terrain. Voilà, on perd 1-0 à domicile face donc au MENA du Niger, je parle dans la catégorie des U20. Seconde journée, c'est à partir de ce mardi. On en parlera dans un court instant. Mais bon, on peut parler de cette rencontre Bénin-Niger sans nous intéresser au potin de cette affiche. Il y a eu, je dirais, ce débat qui est resté donc un peu houleux depuis avant hier jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que demain, on aura la chance de voir un autre cliché de notre sélection nationale. C'est au-delà de la presse.
manifestation. C'est bien malheureusement, je dirais, la tunique arborée par les écureuils du Bénin, les U20. Il y a eu cette situation de maillot rafistolé en termes de numéros. Il fallait colmater les brèches. Et bon, en termes d'image, eh bien, ça n'a pas été du tout gobé par les uns et les autres. Je crois que tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on ait réussi entre hier et aujourd'hui à colmater les brèches, à corriger ce qui est à corriger pour que demain, c'est-à-dire ce mardi, que face à notre seconde rencontre face au Togo, que nous n'ayons pas la même chose. De toutes les façons, la réunion technique fait état de ce qu'on joue demain ou ce mardi encore en tout jaune, maillot jaune, short jaune, barre jaune. Je vais espérer jouer avec Patrick que eh bien, on n'aura plus de numéros non existants. S'il faut en faire suffisamment, il faut en faire suffisamment. Et je crois que c'est aussi temps pour le Bénin d'avoir enfin une équipe montée. Cette affaire de Umbro qui a habillé les écureuils à l'occasion de la CAN dernière, ça n'a pas poursuivi. Trop de choses à dire autour. De toutes les façons, l'absent va finir par le crever à l'occasion de ces émissions avec bien de personnes présentes pour qu'enfin on puisse quand même présenter une bonne image de notre sélection. Non, parce que le dit sur ce plateau, c'est ne jeter l'opprobre à personne, mais c'est la réalité. Je ne dirais pas que c'est inadmissible, mais c'est quand même malvoyant de constater que à une compétition de cette envergure, avec le passif récent du Bénin, n'oublions pas que les U20, c'est la porte d'entrée chez les seniors. Et on comprend mal quand on voit des images où on a l'impression, c'est même pas une impression, des dossards qui apparemment rendent compte que les numéros de Sparada est passé par là. Et écoutez, vraiment, ça laisse un peu à désirer. Et vous avez touché la problématique du doigt. Je ne veux pas citer de nom, on y fait de la publicité à des équipementiers, mais quand vous lognez dans les pays voisins à côté, vous avez des marques aujourd'hui qui habillent les sélections nationales, que les porteurs de ces marques-là soient originaires de ces pays ou ailleurs. Ces pays limitrophes au Bénin qui ne sont pas très loin ont leur marque, et que le Bénin ait sa marque, ce ne serait pas un tollé général. Même les clubs ont leur marque. Donc voilà. En tant que FC, quand il y a une marque. Merci. Et est-ce qu'il n'y a pas de compétences? Mon cher ami Visite Touro aussi s'est lancé dans les marques. Voilà. Mon cher ami Willy Choco aussi qui est dans les marques. J'ai un autre Ouya qui est aussi dans les marques. Voilà. Donc, il y a des béninois. Oui, il y a des ressources humaines qui peuvent faire le travail. On peut tenter de leur faire confiance. Exactement. C'est même pas tenter. Il faut tendre vers ça. Hakimi, il faut tendre vers ça. Le dit, ce n'est pas tendre la main à quelqu'un, ce n'est pas orienter le service des marchés de passation publique des maillots à choisir un équipementier, mais il est temps que le Bénin vende la destination Bénin et qu'on vende le label Bénin. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que tout ça contribue à la visibilité et à vous donner une belle image. Sincèrement, je crois, pour ma foi, qu'au lendemain de ce tournoi, les catégories d'âge ou les catégories de jeunes, les autorités, les compétences qui existent doivent maintenant prendre en compte l'enjeu du fait qu'il faut organiser réellement ces compétitions. Et qu'on ait un regard bienveillant à l'endroit de cette catégorie, parce que ce sont les pépinières. On a comme l'impression qu'il y a... Oui, ils sont un peu délaissés. Oui, même quand vous voyez au niveau de la période la phase préparatoire, vous n'avez pas toujours l'impression que c'est des... La n'a pas vraiment pris. Exactement, c'est pas des gens... Il y a eu 17 sera en compétition bientôt. Ah oui, et c'est encore... Ça baisse encore. Donc, c'est une problématique qui est là. Et vraiment, ce qui s'est passé là par rapport au maillot, je pense que ce n'est pas tombé, je ne dirais pas, je ne sais pas, on dit souvent dans les oreilles, mais ce n'est pas tombé dans les yeux. C'était trop flagrant. Voilà, exactement. Donc, les gens ont vu, ils vont prendre les décisions. On a bien de rendez-vous et bien de défis à relever ce mardi. On veut voir d'abord le défi du rendement et le défi, de la présentation de notre équipe nationale à l'occasion de sa deuxième sortie. Première sortie toujours ce samedi, outre le match entre le Bénin et puis le Nigeria. Et bien en seconde heure, toujours dans cette même poule, le Togo, le voisin de l'Ouest qui joue contre le voisin du Nord-Ouest. Voilà. Togo, Burkina Faso rencontre soldée Patrick par le score nul d'un but partout. Les Togolais têtent à l'ouverture du score. Ils ont été rejoints par le Burkina Faso. Le match, Patrick s'est soldé par le score d'un but à partout. Voilà ce qu'on retient de cette affiche, la seconde entre donc le Togo et le Niger, comme tant toujours pour la première journée de la poule A de ce tournoi qualificatif UFOAB. On rappelle que la compétition, la phase finale va se disputer du côté de la Mauritanie. Ce sera en 2021, Patrick. Oui, et puis c'est ce qu'on disait tantôt. Les compétitions de proximité pour les catégories d'âge, ça prend toujours l'allure de derby. Et mal nous a pris de faire cette mauvaise rentrée en compétition. Et vous allez voir, ce sont souvent, la plupart du temps, des rencontres accrochées. Ce n'est que quand on évolue
à la troisième rencontre où peut-être les muscles, la fatigue commence à s'installer, que peut-être vous voyez, peut-être il y a des décalages, mais c'est souvent rare. Quand vous dites Bénin-Togo, c'est déjà un derby qui ne dit pas son nom. Donc, et ce score de 1 but partout, pour revenir à cette rencontre, n'est pas un résultat forcément qui nous arrange. On va le dire tout de suite, parce que si le Bénin arrivait, comme vous l'avez dit, à faire un résultat, les choses vont se faire. Mais ce score de parité montre combien de fois les équipes se tiennent à quelques différences près, et celui qui perd, il est tout de suite décroché. Et donc, le Bénin, avec ce score, n'est plus dans la situation, dans la posture de faire de calcul. On est obligé de gagner pour avoir 3 points, sinon ce serait déjà à la trappe. Donc voilà, je pense que pour terminer, la carte de visite des deux formations, je ne voudrais pas faire offense au ménage du Niger, mais quand on regarde, on se dit à peu près que le Niger était peut-être, je le dis était parce que ne l'est plus, la formation, le petit poussé, mais je pense que les résultats ont déjà prouvé le contraire. Et donc le Bénin doit batailler dur. Impression après match, que dit Togo, Burkina Faso, on entend rapidement les sélectionneurs de ces deux formations. Ça a été une très belle rencontre parce que nous avons rencontré une équipe très technique, une équipe bien organisée. Alors, ce qui nous a posé des problèmes sur l'ensemble du match. Mais en début du match, je pense que nous avons eu des opportunités, jusqu'à 3 opportunités, et qu'on aurait peut-être pu les concrétiser et avoir le gain du match. Mais il faut avouer qu'en milieu de match, nous avons rencontré une équipe très technique et togolaise et assez vif qui nous a causé énormément de problèmes. Je pense qu'à la fin, le match nul reflète assez bien la physionomie de ce match. Il faut impérativement gagner le prochain match pour toujours se maintenir dans la compétition, même si ça ne serait pas la fin. Mais nous avons vu cette équipe du Niger jouer. Je pense que l'équipe togolaise est techniquement assez plus au-dessus de l'équipe nigérienne, qui est assez physique, très athlétique. Alors ça veut dire qu'il faut nous armer pour rencontrer cette équipe parce qu'elle va nous causer énormément de problèmes sur le plan athlétique. Ce soir, on a une bonne opposition. En face, il y avait une équipe burkinabèse vraiment qui nous a posé beaucoup de problèmes. Surtout à l'entame du match, on aurait pu encaisser 1 ou 2 buts parce qu'on est rentré timidement dans le match. Donc il fallait qu'à un moment donné, qu'on pose le pied sur le ballon, qu'on joue notre football. Parce qu'en début de match, ce n'était pas évident. Ils sont venus vraiment avec un football qui nous a un peu fatigués. Mais progressivement, les jeunes sont rentrés dans le match. On a eu un penalty qu'on a marqué. Mais vous savez, c'est des jeunes qui sont à leur première fois de découvrir cette compétition. Donc il leur manque une certaine maturité, ce qui fait qu'à un moment donné, ils tombent dans la facilité. Il y a cette petite période de relâchement qui arrive, ce qui nous a coûté le but égalisateur. Maintenant, après, on a essayé de mettre le ballon au sol, jouer notre football, être vif. On sait que ce ne sera pas facile parce qu'ils ont perdu, c'est le pays organisateur. Mais nous, on se dit aussi qu'on a nos armes, on va jouer crânement nos chances. C'est dire que le match du Bénin aussi, c'est comme une finale aussi à jouer. En faisant un bon résultat, on est en train d'atteindre les objectifs. Donc je pense qu'on va aller avec cette philosophie, requinquer les jeunes, leur dire qu'encore c'est un autre match. Ça a été une très belle rencontre. Voilà, vous l'avez constaté, Patrick Nonvidé, c'est le challenge des finales au rendez-vous. Oui, le thème commence à sortir. Oui, tout le monde voit déjà la seconde rencontre comme un match couperet ou gare au perdant. Donc, vous l'avez présenté, le décor. Le Bénin n'a plus droit à l'erreur. On est obligé de gagner. Même un match nul ne fera pas l'affaire des Béninois. Il faut impérativement gagner cette rencontre. Et ce serait un gros challenge. Mais je pense que Mathias Deguenon, quand même, a les cartes en main. Il a tous les éléments pour le réaliser. Après, je ne suis pas coach. Je ne maîtrise pas forcément comment ça se passe à l'interne. Mais si j'avais un conseil à donner, je dirais simplement qu'il faille faire un travail spécifique en termes de finition. Parce que le background, on le sent, il est là. Ils n'ont plus le temps de travail spécifique, peut-être des consignes spécifiques. Des consignes spécifiques, pourquoi pas. Et espérer qu'ils soient à droit. En pratique, oui, qu'ils soient à droit devant. On va faire le point au niveau donc, de cette poule A. Le Bénin donc battu par le Niger, 1-0, un but partout entre le Togo et puis le Burkina Faso. Et donc dans cette poule, vous le constatez, le Niger reste désormais leader.
Avec 3 points, seul point pour le Burkina, un pour le Togo, le pays organisateur, le Bénin, à l'étape de la première journée. Et donc la lanterne rouge de cette poule. La seconde journée, c'est bien pour ce mardi, on en parle dans un instant. Mais avant, eh bien, il n'y a pas que la poule A qui était en compétition. Il y a la poule B qui a joué ce dimanche. Le Nigeria et puis la Côte d'Ivoire se sont affrontés et se sont séparés dos à dos. Un but partout. Le but égalisateur de la Côte d'Ivoire est intervenu dans les ultimes instants de la fin de la rencontre. Pendant ce temps, le Ghana était au repos et comme vous le constatez donc, 1 point pour la Côte d'Ivoire, 1 pour le Nigeria, 0 pour le Ghana parce que le Ghana n'a donc pas joué ce dimanche. Place aux rencontres de la seconde journée, c'est bien pour ce mardi, 2 matchs à suivre et c'est bien dans la poule A. Le Bénin joue en première heure à partir de 16h, heure de Cotonou, heure de Porto Novo, face donc au Togo, je l'ai dit, c'est de quitte double pour le Bénin et en seconde heure à partir de 19h pile, le Niger sera l'adversaire à jouer du Burkina Faso. Patrick, comme nous le disions tout à l'heure, eh bien, Mathias Zeguenon a un gros défi, un gros challenge à relever ce mardi à l'occasion de sa seconde sortie. Oui, il doit battre le Togo. Ne nous voilons pas la face. Il n'a pas le choix. Il doit tout faire pour battre cette équipe. Ah ben ce Togo qui a produit du jeu également, on l'a vu oui, le samedi dernier. Oui, et comme je le disais tout à l'heure, ce sera un gros derby. Les Togolais, les Béninois, souvent ce sont des rencontres accrochées. Et je pense que la différence pourra se faire en termes, comme je le dirais, de fraîcheur physique et surtout de justesse dans les opportunités que chacune des équipes aura. Parce que les opportunités, il y en aura toujours. Après, il faut les concrétiser. Et donc, je pense que tout va se jouer là. Après, dans le combat, dans le défi physique, je pense bien que les Togolais vont répondre présents. Ils ne vont pas manquer à ce rendez-vous parce que qui dit Bénin, qui dit Togo, on sait que ça monte d'intensité d'un cran. Donc, il faudrait déjà que les poulains de Mathias Zeguenon puissent répondre au défi physique. Il faut qu'ils soient prêts mentalement. Il faut qu'il soit prêt, c'est-à-dire faire le vide avec la défaite inaugurale et se dire que c'est un challenge. Il faut aller chercher cette qualification en battant cette équipe. Et après, j'insiste là-dessus, il faudra être juste dans le geste et dans le comportement. Je crois que c'est entendu. De toutes les façons, si ce n'est pas entendu, eh bien, il y aura des reporting speech qui seront faits donc, à l'endroit de nos jeunes frères qui également ont intérêt à écrire une histoire de la page de football béninois. Ah oui. Voilà. Ah oui. On rappelle que c'est 7 pays qui prennent part donc, à ce tournoi qualificatif. 2 places sont donc enlevées. Il faut donc ne pas perdre l'occasion, je dirais, de rattraper la contre-performance de la première journée. Et donc, si ce mardi se comportait bien, on peut espérer qu'à l'occasion de la 3e journée, bien qu'il performe à nouveau pour espérer se retrouver en demi-finale et pourquoi pas décocher une place pour la finale, parce que l'objectif fondamental, Patrick, c'est de se qualifier pour la phase finale de cette compétition prévue pour se disputer du côté de la Mauritanie. Ce sera en 2021. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'instant, ce qui concerne le tournoi qualificatif qui se dispute du côté du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Autre point à faire, c'est toujours sur le continent africain et c'est toujours du football, puisque bien, en milieu ou en début de week-end de la semaine dernière, il y a eu des rencontres retour du premier tour préliminaire des compétitions africaines. Et quand on parle de compétitions africaines, eh bien, il faut d'abord s'intéresser à la Ligue africaine des champions, puisque eh bien, le club béninois, les Buffles, FC du Borgou, ont joué le match aller, c'était au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Rencontre soldée par le score nul d'un but partout. La match retour était prévu pour ce vendredi du côté donc d'Alger. Je rappelais que le contexte du Covid est passé par là. Eh bien, ce que tout le monde sait en termes d'information, eh bien, ce sont les vols annulés en direction d'Alger. C'est passé par là et donc du coup les Buffles n'ont pu faire le déplacement d'Alger. Il y a eu des échanges de courriels, je l'avais fait constater tout à l'heure, même si entre temps ce vendredi, ce 4 décembre du côté donc d'Alger, il y a eu les Mouloudiens qui étaient sur les rédigeants en plus des officiels pour constater donc l'absence des Buffles FC du Borgou. Mais je rappelle que eh bien, les responsables de la Confédération africaine de football ont été tenus informés de la situation qui est à la base du non-déplacement des Buffles FC du Borgou. Donc échange de courriels à l'arrivée. La note d'information en date de ce 7 décembre 2020, Patrick fait état de ce qui suit en ce qui concerne ce match entre le Mouloudia, club d'Alger, et puis les Buffles FC du Borgou. Le club béninois a évoqué des difficultés à voyager du fait du manque de vols vers l'Algérie, ce que conteste la partie algérienne qui a indiqué 2 compagnies desservant leur pays. Le match n'a
pas pu se jouer et ce cas sera soumis à la commission d'organisation des compétitions interclubs qui prendra une décision après avoir consolidé tous les détails et échanges de communication entre les deux clubs ainsi que le retour d'expérience et les informations de la division voyage de la Confédération africaine de football. Donc, eh bien, la situation reste en tant que telle. De toute façon, d'ici peut-être demain ou après-demain, on aura une suite à donner à ce match qui devait se disputer entre le MC Alger et puis les Buffles FC du Borgou qui, je dirais en termes des chaînes de courriel, se sont mis à fond avec le concours du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et en plus des documents qui attestent l'annulation des vols en direction d'Alger. Bref, c'est l'actualité qu'on retient en ce qui concerne le match qui n'a pas pu se tenir du côté donc d'Alger le 4 décembre dernier. Oui, hélas, et pour ces joutes africaines, il est toujours important de terminer la compétition, quel que soit le niveau où vous êtes censé vous arrêter, parce qu'on engrange d'une manière ou d'une autre une certaine expérience, on engrange quelque chose. Il y a peut-être un passé plus ou moins lointain où ne pas participer à ces compétitions africaines pour les équipes béninoises, c'était de facto accepté et si bien que parfois on se posait la question à quoi ça sert d'être champion et ne pas pouvoir participer parce qu'on était éliminé très tôt. Mais l'expérience des AE tout dernièrement nous a montré que quand il y a l'organisation et qu'il y a les éléments annexes qui viennent s'ajouter, on peut être performant, on peut réaliser de belles choses sur la carte footballistique africaine. Et donc les Buffles du Borgou, depuis un certain moment, on sait que c'est un club qui est performant au niveau national et il faut passer ce cap-là au niveau africain. Donc pour moi, y aller, quel que soit, si on tient compte du résultat à l'aller, y aller n'était pas pour moi de la villégiature ou une visite de courtoisie, c'était aller jouer crânement ses chances. Et même si on n'arrivait pas à passer, ce serait déjà ça. Je suis heureux également de constater que ce n'est pas comme ça se faisait où, bon, ça va dans tous les sens, c'est le tollé général, etc. On a vu qu'il y a une traçabilité en termes de correspondance et c'est déjà bien. Ça dénote de ce que, au niveau institutionnel, nos clubs aussi ont commencé à formaliser pas mal de choses et que ce ne sont plus forcément les bruits de couloir qui justifient un fait tel ou tel. Donc c'est déjà bien. Nous allons espérer que la CAF va trancher de façon juste et équitable parce que Hakimé, pour ceux qui nous suivent, lorsque vous manquez ces rendez-vous, derrière il y a souvent des sanctions. Voilà, donc à défaut de ne pas voyager et de constater peut-être l'absence des buts puisqu'ils sont allés sur le terrain, peut-être c'est pour mettre un peu la pression. Voilà. Mais si les bus, in fine, ne devaient pas se rendre à Alger, il ne faudrait pas que derrière, qu'il y ait une sanction qui vienne tomber une autre participation. Après. Voilà. Les bus n'étaient donc pas du côté d'Alger de toute façon, comme nous l'avons fait constater à travers donc, la note d'information en date du 7 décembre 2020 et en provenance du Caire, eh bien, la commission d'organisation des compétitions interclubs prendra une décision après avoir, je rappelle, consolidé tous les détails et puis échange de communication entre les deux clubs ainsi que le retour d'expérience d'usage et les informations de la division voyage de la Confédération africaine de football. Certains étaient sur les aires de jeu. On va s'intéresser au nôtre, notamment un certain Nabil Yaro qui se qualifie pour le second tour, pour dire les choses comme ça, donc des éliminatoires de la Champions League africaine. Enyimba a joué à domicile face donc à Haimo Football Club. Les deux équipes se sont séparées 2-2. Un but partout. Le 1 but 0 marqué à l'extérieur a permis donc aux éléphants d'Abba donc du Nigeria de se qualifier pour le second tour. Enyimba et Nabil Yaro qui a encore disputé 90 minutes. Patrick se qualifie donc pour la seconde phase. Al Nassr a été battu pour une seconde fois par le Sierra Belouizdad de Marcelin Coupeau. Au match aller, c'était déjà du 2-0. Au match retour, 2-0. Marcelin Coupeau n'a pas terminé la rencontre. Il en a disputé jusqu'à environ 62 minutes. Ce n'est pas rien. Cette fois-ci, il n'a pas été buteur, mais son club se qualifie. Ce n'est pas le cas pour le trio du côté donc d'Akonagui. Ce sont les Nôtres qui sont du côté de la Guinée équatoriale, incertain. Waris Saboki et puis Shauna Shamsdine. Match nul, 2 buts
partout, battu à l'aller bien les Équato-Guinéens et le trio de Béninois, éliminés donc à l'étape du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Patrick, c'est un peu ce qu'on retient en ce qui concerne les notes qui sont au niveau de certains clubs qui prennent part donc, à la Ligue africaine des champions. Sans oublier Carlos du côté de Solidaire, du côté du Niger. Il était avec Beke de Bembereke. Son club se qualifie aussi pour le second tour. C'est vrai que lui n'a pas encore été appelé en sélection, mais on rappelle que c'est un gardien de but qui était précédemment du côté donc de Beke FC2 Bembereke. Voilà, en gros, quelques-unes de ces actualités à retenir, mais pour le second tour, on retiendra qu'Almerek sera l'adversaire de Nimba. La rencontre est prévue pour courant le 22 décembre. Et puis, mon cher, le second Béninois qui se retrouve au second tour de ces éliminatoires de la Champions League africaine avant donc la phase de poule. C'est bien Marcelin Coupeau, son club jouera contre le Gor Mahia. Ça veut dire bien entendu que bien on a encore à savourer, je dirais, la prestation de nos internationaux, Patrick. Et pour ne pas reprendre une formule célèbre de l'un de vos confrères, fortune identique, pour dire simplement que 90 minutes sur le banc, ce n'est plus le cas aujourd'hui et c'est de bonne guerre. Lorsque vous voyez Nabil Yaou, et j'ai toujours défendu cette thèse-là qui consiste à dire qu'on peut être professionnel déjà au départ sur le continent africain pour nos jeunes Béninois, nos jeunes talents, avant de tutoyer l'Occident. Bien de talents, bien de belles promesses en termes d'athlètes ont été grillés parce qu'on a voulu vendre très tôt et très cher à l'Occident. Et quand vous voyez les conditions là-bas, ce n'est pas toujours ce qu'on espère. Et voir Nabil Yaou, je l'ai vu en sélection avec les poulains de Michel Dussuyer la fois dernière, et le voir en compétition africaine, c'est une excellente chose pour le joueur. Et après, peut-être grâce à ses prestations, il aura l'opportunité. Ah ouais, là, il gagne une expérience. Exactement. 90 minutes titulaire, voilà. Ça, pour les deux rencontres, franchement. C'est déjà ça. Pour un novice, c'est à prendre parce que il faut pas tout de suite fermer les yeux sur un passé où quelqu'un comme Mouri Ogubitala, il a fait ses nets de l'Oblès à Enyimba. Les gens semblent l'oublier. Avant d'aller en Occident, Mouri a fait ses nets de l'Oblès à Enyimba. Donc, pour Nabil, et quand vous voyez la progression du joueur, son comportement, c'est quand même quelqu'un qui est vraiment à l'instar de Jérôme Bonou qui joue du côté du Mali. Ce sont des athlètes aujourd'hui qui peuvent inspirer les jeunes à tenter ce professionnalisme sur le continent, quitte à après à franchir le palier. Sans oublier un certain Rodrigue Kossi également. Exactement, du côté de Alger là-bas. Voilà. En gros, ils sont encore, on aura encore la chance de les voir à l'occasion donc du second tour, c'est courant le 22 décembre 2020. Et donc on n'a qu'à leur souhaiter, je dirais, bonne chance et puis bon voilà, performer. Les portes de la sélection sont grandement ouvertes. Michel Dussuyer vous suit de très loin. Pas plus tard que le lundi dernier sur ce plateau, il a apporté son appréciation en ce qui concerne la performance de Nabil Yaou et puis de Marcelin Coupeau. On a parlé de ces deux messieurs sur ce plateau. Il reste séduit par ce qu'ils font parce qu'il reconnaît en eux, je dirais, des performances, de la qualité. Et je crois que il ne faut pas oublier aussi. Il ne faut pas oublier aussi que notre équipe est en train de rentrer dans une phase transitoire. Je parle de la sélection nationale A où il y a des cadors qui sont en train de libérer. Donc il y aura des places à prendre. Il faut être au rendez-vous et ne peut être au rendez-vous que ceux qui sont en compétition et qui jouent régulièrement. La carte de visite à ce niveau ne ment pas et je pense que c'est ce que Marcelin Coupeau et surtout Nabil est en train de faire actuellement et on leur souhaite bon vent. On va souffler quelques petites secondes, le temps d'une toute petite respiration. On revient pour la suite de ce rendez-vous sportif. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Voilà, retour en plateau, Patrick Novidé. Vous étiez en Assemblée générale ordinaire ce week-end de vous. C'est bien les membres du bureau exécutif de la Fédération béninoise de Maracana. Au repos du fait de la pandémie du Covid-19, c'est ça? Oui. Vous savez, on a été touché par cette actualité qui a mis tout le monde au placard de griffes. Mais la nécessité, l'obligation de la reddition des comptes nous a amené d'une manière ou d'une autre à organiser, et bien sûr en vertu des mesures barrières, à organiser donc notre assemblée générale ordinaire le samedi 10 décembre passé. C'était, comme je le disais, pour faire le retour de tout ce qui a été fait, parce que nos tests prévoient tous les 2 ans, tout au moins, d'organiser des assemblées générales pour dire aux délégués à peu près comment se porte l'association fêtière, tant au plan national qu'avec ses rapports avec Vous avez la marqué FIBA. un break pour dire les choses comme ça. Qu'est-ce qui a pu se faire en 2 ans? Et qu'est-ce qui reste à faire? D'abord, qu'est-ce qui a été fait? Vous avez l'impression que vos délégués sont fiers de vous? Pas avec un optimisme béat. Le dit sur ce plateau, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas été fiers de nous, parce que l'homme reste perfectible et la gestion des associations sportives n'est pas une activité qui va de soi. Pour ainsi dire, nous avons, avant le Covid, régulièrement réussi quand même à organiser nos activités statutaires, c'est-à-dire le championnat, et également participer à notre CAN annuel. Il faut rappeler, comme le Maracana est une discipline en développement, la CAN est annuelle. L'objectif, c'était de la vulgariser, de la vendre au maximum, quitte à trouver une périodicité beaucoup plus acceptable. Donc, du coup, il faut aller à la CAN à chaque fois, et ça nécessite beaucoup de ressources. Et donc, par rapport à nos délégués, justement, certains, je le dis sur ce plateau, ont quand même estimé que il faudrait qu'avec l'institution fêtière, la FIMA, nous revoyions un peu les calendriers pour permettre au Maracana d'asseoir davantage ses bases au plan national, c'est-à-dire vulgariser davantage la discipline, l'éparpiller, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'ensemble du territoire, parce que la passion est là, les gens sont prêts à participer, mais il faudrait que ça soit connu un peu plus par le grand monde. Donc, ils ont souligné cet aspect des choses que nous avons pris en compte. Et ils ont également estimé, je le dis sur ce plateau, que nous soyons plus regardants envers les clubs, les associations sportives qui animent donc les activités de la FEBEMA, essayer de trouver donc des points d'ancrage en termes d'apport, de soutien. C'est vrai, nous avons nos manières, pour ainsi dire, de faire exonérer les frais d'affiliation, les frais de participation au championnat, mais ce n'est pas suffisant. Ces clubs estiment que en termes de dotation de matériel, en termes d'appui financier, ne serait-ce que de façon symbolique, il faut que la FEBEMA rentre dans cette dynamique. A raison, bien entendu. Voilà, parce exactement. qu'on a l'impression, je crois que c'est pour ça qu'ils insistent, pour que vous voyez la périodicité donc, de la participation à vos compétitions continentales. Exactement. Vous dépensez plus à l'international que vous n'en mettez au plan national. Oui, pour aller en Côte d'Ivoire, aller au Burkina, ça fait des millions de francs CFA. Oui, exactement. Ça aurait pu suffire pour mettre les moyens à disposition des clubs affiliés donc, à la fédération. Exactement. Donc, le dit, c'est fait preuve donc des désirata des délégués qui étaient là, parce que l'objectif, c'était une séance de donner et de recevoir, mais surtout prendre en compte ce qu'ils souhaitent pour que la discipline évolue et écrit peut-être ses plus belles lettres de noblesse. Donc, nous avons apuré les rapports administratifs au plan moral, au plan organisationnel, et également les finances ont été pensées en revue. Vous savez, le nerf de la guerre, c'est le carrefour sur lequel les délégués vous attendent bien souvent. Comment est-ce que la subvention à vous allouée a été gérée, etc. Donc, il y a eu de vifs échanges, il y a eu des débats assez intéressants, pour ne pas dire parfois houleux, mais pour ainsi dire, Akimé, et par acclamation des délégués, les rapports ont été adoptés. C'était démocratique, c'est ça? Oui, c'était démocratique, parce que le Maracana, qu'ils vous souviennent, c'est vrai, il faut bien gérer, mais également la CFA, c'est notre credo, la fraternité, l'amitié. Donc, il n'y a pas eu de vote secret, c'est des votes à main levée ou par acclamation. Ça a été fait par acclamation. Les rapports ont été adoptés sous réserve que les amendements
qui ont été portées seront prises en compte. C'est la partie importante, voilà, sous réserve. Oui, sous réserve que les amendements qui ont été exprimés ce jour-là doivent être pris en compte pour que c'est nécessaire. Voilà. En attendant donc que les amendements soient intégrés pour que le rapport final soit adopté. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous projetez quoi pour les 2 prochaines années? Bon, déjà, il faut dire que par rapport à notre... Il n'a pas été question d'étoffer, parce que c'est un secret de polichinelle que le bureau exécutif de la FEBEMA doit avoir, je dirais, des plombs dans l'aile. Oui, bon, on dirait que lorsqu'il y a la divergence des idées, souvent, quand on extrapole un peu, ça laisse ces goûts d'inachevé tels que vous le soulignez sur ce plateau. Parce que quand vous prenez les hommes, vous avez peut-être l'argent qui vous divise, vous avez les idées, et quelqu'un dirait que vous avez ici la femme qui divise les hommes. Non, n'en est pas le cas. Nous avons au bureau exécutif un panel de personnes ressources et parfois, et c'est d'ailleurs même ce qui fait la vitalité de notre bureau parce que tout ne va pas de soi. Donc il y a des personnes qui essayent quand même de donner leur point de vue sur le fonctionnement de certains nombres de choses et nous essayons donc d'accorder les violons. Donc pour être plus précis par rapport à votre question, il faut dire que très prochainement, nous avons l'obligation juridique d'organiser l'AG électif, sans quoi nous tombons dans le vide juridique. Donc entre le 26 et le 28 décembre qui vient, nous allons organiser l'Assemblée générale élective pour renouveler le bureau. Et dans la dynamique de cette AG ordinaire de reddition des comptes, cette élection, pour répondre à votre question, va lancer un nouveau mandat avec ce que nous allons appeler les nouvelles réformes pour permettre donc à la FEBEMA de prendre un nouvel élan dans le contexte actuel qui est le nôtre. En attendant, vous continuez toujours, je dirais, à avoir de l'espace d'entraînement. C'est vrai que la Covid vous empêche de travailler convenablement. Oui. Comment est-ce que vous gérez vos athlètes? Des consignes ont été données pour des travaux individuels. C'est vrai que quand on parle de Maracana, on voit pas la discipline en termes de discipline compétitive, mais bon, comment est-ce que vous gérez cette période-là? Oui, puisque quand on va... Vous avez des Open, vous avez des super seniors et les seniors. Voilà. Et quand nous allons en compétition africaine, c'est les seniors et les super seniors qui jouent. Et ceux qui ont eu l'opportunité de faire les voyages avec nous se sont rendus compte que lorsque nous quittons la CFA et que nous montons sur l'aire de jeu, c'est bien sûr de l'affrontement à la fois physique et sportif. Et vous êtes... bien rigoureux. Et bien rigoureux. Bon, vous pouvez en témoigner. Et donc, par conséquent, on a remarqué que bien souvent, à vouloir attendre la veille des compétitions pour y aller, ça nous a souvent joué des tours. Et effectivement, l'équipe d'entraînement, la FEBEMA a une direction technique nationale qui a mis en place un staff technique sur la durée du mandat pour ne pas renouveler. Donc, les sélectionneurs sont en contact avec les athlètes et ils organisent des regroupements périodiques. Le Covid est passé par là en temps, mais on négocie et parfois ils se retrouvent au niveau du campus d'Abomey-Calavi où il y a 2 aires de jeu en termes de terrain de handball où les athlètes essayent quand même de s'entraîner pour ne pas complètement perdre le fil de la compétition. C'est vrai que le Maracana c'est à Coton, le Maracana c'est, je crois, à Abomey, le Maracana c'est à Parakou. À Parakou. À quand le Maracana à Kandi environ dans la Takora, vous savez, oui, c'est un secret de polichinelle. Dans le Monokoufo non plus. Oui, c'est un Dans secret. le plateau. Oui, dans le plateau non plus. Voilà, donc voilà des chantiers tout frais et sur lesquels le nouveau bureau qui doit être installé très prochainement n'a plus d'excuses ou bien de droit pour dire que ce n'est pas un sport qui ne sera plus pratiqué. Il va falloir aller, comment on appelle, chercher donc des personnes ressources, des athlètes, ainsi de suite. Et Akimé, je profite d'ailleurs pour vous dire que en termes de ce que nous avions réalisé, n'eût été le Covid, nous avions mis en place un projet, le Maracana à l'école, où on a remarqué qu'au niveau du championnat scolaire, à partir de 16 ans au-delà, il y a une certaine catégorie d'apprenants qui ne sont plus prises en compte et qui sont là et qui, en dehors de leur compétition, pour ceux qui ne sont pas des athlètes de haut niveau, ne jouent pas. Nous avons pris langue avec le ministère de l'enseignement secondaire et on a initié ce projet. On avait même l'accord de principe du ministère, mais le Covid est arrivé par là et est venu nous freiner. Donc voilà des opportunités. Nous avons déjà ciblé des collèges pilotes dans les zones dont vous venez d'évoquer pour passer par ce canal-là,
pour lancer la discipline à l'intérieur. Donc, ma foi, tenez-vous tranquille. C'est sûr que dans le Haut-Nord, notamment dans la zone de Kandi-Haute, et savez-vous que le président de Entente, M. Rabiou Amadou Djibril, je trahis un secret sur ce plateau si je vous dis que c'est un grand maracanier et qu'il est également membre de notre bureau exécutif, pour ainsi dire. Donc, nous allons faire tout pour que le nouveau bureau entrant puisse œuvrer à ce que le Maracana soit vraiment une discipline nationale qui se pratique dans tous les départements du pays. Patrick Nongibide, vous êtes le secrétaire général adjoint de la Fédération béninoise de Maracana. Merci d'être passé dans ce studio. On va se retrouver à l'occasion de bien d'autres plateaux pour étoffer, pour discuter de bien d'autres éléments. Toujours est-il que, on aura un œil regardant sur ce qui se fait au niveau de la Fédération béninoise de Maracana. Oui. Ça nous intéresse également. Oui. Et soyez accrochés. Et comme je vous le dis, ceux qui nous suivent, ils le savent. Vous voyez, quand vous venez, on vous propose un projet ou bien vous êtes porteur d'un projet, vous acceptez les moments forts et les moments difficiles. Et vous êtes tous redevables lorsque vous êtes dans un bureau de résultats que vous avez produits. Après, vous avez votre sensibilité personnelle et je pense que ça aussi, ça fait partie de l'humain que nous sommes. Et nous allons essayer quand même de faire tout pour que la CFA puisse primer. Stop et fin, c'est fini. Votre émission Canal Sport numéro de ce jour. C'était un plaisir pour nous de vous avoir tenu compagnie pendant environ 52 minutes. Nous également, plaisir à l'occasion du fait que on sait que vous êtes resté scotché depuis environ 52 minutes. On va se donner rendez-vous lundi prochain avec le même plaisir, sans pour autant partir, oubliant de faire un clin d'œil tout particulier à tous ceux et celles qui ont participé à la mise en œuvre et à la mise en lumière de cette émission sportive. William, merci d'avoir joué un rôle très important. Yves, notre cher ami, le gros infographe qui fait un travail impeccable. Et à côté de lui, il y a un certain Francis Kokou qui a assuré le son. Il était aussi, à quelques minutes près, également à la caméra, malgré sa grande taille. Et puis de l'autre côté de la diffusion, c'est bien Hippolyte qui a assuré la diffusion de cette session d'information sportive. Comme je vous l'ai fait constater, c'était un plaisir. Rendez-vous est pris pour le lundi prochain, sportivement vôtre.